Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter cette belle Seiko SKX007. Je précise que cette montre ne m'appartient pas, elle a gentiment été prêtée par quelqu'un que je remercie vraiment du coup parce que c'est ce qui me permet de vous présenter cette montre dans la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, mais également à mettre des commentaires, à liker, à partager la vidéo, etc. Parce que ça m'aide à rester motivé, à continuer de publier des nouvelles vidéos. Et vous, de votre côté, ça vous permettra de recevoir des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Il y en a beaucoup en préparation, donc n'hésitez vraiment pas. Alors, je vous propose du coup de parler un petit peu plus de cet SKX007. Donc c'est un modèle qui est dit discontinued, c'est-à-dire qu'il n'est plus commercialisé par Seiko depuis maintenant plusieurs années. C'est un modèle qui a été produit depuis 1996 jusqu'à 2019. Donc 2019, c'est la date de sa fin de production. Et du coup, le fait qu'elle n'est plus produite, ça en fait un modèle qui est très recherché par les collectionneurs et les prix ont vraiment grimpé sans cesse sur ces dernières années. Et du coup, pour une montre qui à la base se voulait pas trop chère, aujourd'hui, malheureusement, elle est de plus en plus difficile à trouver et souvent les prix sont vraiment élevés. C'était un modèle qui pouvait se trouver facilement à l'époque en dessous de 200 € en neuf. Aujourd'hui, c'est même pas le prix à laquelle vous pouvez commencer à l'avoir en occasion. En occasion, ça démarre facile à 200, 300, voire plus en fonction de son état. Et si vous voulez acheter un des derniers modèles neufs qui sont encore commercialisés sur le marché, que vous pouvez trouver sur Internet, souvent venant d'Asie, il va falloir compter plus de 500 €. Voilà, donc ça fait quand même une belle hausse de prix. On est sur du x2, voire x3, pour une montre qui se voulait d'entrée de gamme chez Seiko. La SKX, c'est une montre qui est vraiment, je vais pas dire légendaire, mais en tout cas qui est vraiment mythique chez Seiko. C'est un des modèles les plus populaires, qui a justement une forme assez particulière, avec cette couronne justement sur le côté comme ça, vers 4 heures, avec les protèges couronnes également qui ont un design assez particulier. Et puis ce fond de boîte aussi qu'on retrouvait sur les SKX justement avec cette vague pour rappeler que c'est une montre de plongée. Donc comme je le disais, c'est une montre qui est très recherchée, qui est sur du 42 mm de diamètre. Pour certains qui peuvent trouver que c'est trop gros, alors sachant que les boîtiers Seiko taillent quand même généralement plus petit que ce que les chiffres en tout cas annoncent, on expliquera pourquoi après, mais en tout cas sachez qu'elle existe également en 38 mm de diamètre et ce sera la référence SKX 013, mais qui est encore plus rare, plus difficile à trouver et dont les prix s'envolent parce que justement en ce moment on est quand même sur une tendance à revenir vers des diamètres plus contenus. Et donc voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont arrachés les dernières SKX 013 et aujourd'hui ça en fait des montres qui sont devenues chères et difficiles à trouver. Alors si on rentre un petit peu dans les caractéristiques de ce modèle, donc c'est un modèle qui est sur un diamètre de 42 mm. On est sur une épaisseur relativement correcte pour une plongeuse de 13 mm. Et on est sur un corne à corne, un lug to lug de 46 mm. Et c'est justement ça qui en fait une montre qui est très portable malgré son diamètre de 42. Pourquoi? Parce que c'est un lug to lug qui est assez contenu justement. Normalement pour une montre qui fait 42, on serait plutôt autour de 50. Là à 46, ça en fait, je vous la passe directement au poignet, comme ça vous allez pouvoir en juger, une montre qui est très portable. Je précise également que le bracelet qui est sur un entre-corne de 22 mm, donc un peu plus grand que le 20 classique, mais en tout cas ce qui en fait quand même une taille raisonnable par rapport à la taille globale de cette montre, donc qui fait 42 mm de diamètre. Donc ce que je disais justement, c'est que comme le corne à corne est contenu à 46, désolé, elle glisse un peu, j'ai pas fait le réglage du bracelet, justement ça en fait une montre qui reste quand même de taille tout à fait correcte sur un poignet qui est relativement fin, qui fait 17 cm de circonférence. Donc vous voyez que même sur un poignet fin de 17, cette montre passe très bien justement à cause de ce corne à corne qui est relativement contenu, et donc qui en fait une taille qui va marcher sur beaucoup de poignets différents et donc qui va pas poser de problème. Justement les Seiko, c'est vraiment des marques qui ont l'habitude de tailler plus petit que ce que les specs pourraient entendre. Donc faut vraiment pas hésiter à les essayer, à les passer au poignet et ensuite vous vous ferez un avis personnel justement entre est-ce que cette montre est trop grande ou pas, mais en tout cas ne pas se fier uniquement aux chiffres. Alors ensuite sur le mouvement. Donc c'est écrit en général sur, je sais pas si vous le voyez, la caméra, non c'est trop petit. C'est écrit en général tout en bas là sur la caractéristique, enfin l'aspect du mouvement. Donc c'est un mouvement qui est 7S26, donc c'est les anciens mouvements de Seiko qui sont souvent fabriqués en Malaisie, dans les ateliers en Malaisie. Je rappelle que Seiko a des ateliers au Japon, mais également en Malaisie. Donc c'est là qu'étaient faits ces calibres. Et que, alors, c'est des anciens calibres qui ont deux inconvénients. Déjà, ils n'ont pas de remontage
manuel, donc c'est bien une montre automatique mais qui n'a pas un remontage manuel à la couronne, donc il va falloir la bouger un petit peu, voilà, pour que le mouvement se lance. Bon, ça pour certains, ça va être un inconvénient. Je trouve que les Seiko, généralement, elles démarrent quand même assez vite, donc on n'est pas obligé de les secouer des heures pour lancer le mouvement, mais bon, en tout cas, je sais que ça peut en gêner certains. Et l'autre inconvénient, c'est que du coup, on est sur une montre qui n'a pas la fonction stop seconde. Du coup, pour la démarrer, si on veut, on va dire, vraiment la mettre à l'heure parfaite, ça va être difficile parce qu'on ne va pas pouvoir arrêter l'aiguille des secondes et on aura forcément un certain décalage entre le moment où on voudra régler la montre et le vrai positionnement des aiguilles des secondes dans la réalité. Voilà, c'est deux petits inconvénients, mais c'est pas forcément gênant. Donc on est ici sur une couronne vissée, justement, je vais vous montrer le fonctionnement du mouvement. Donc on dévisse la couronne. Au premier cran, on va pouvoir régler dans un sens le passage du jour, là vous voyez 15, 16, etc. Et dans l'autre sens, on va pouvoir régler la date. Donc il y a en deux langues, ici en français et en anglais, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi. Alors ce qui est sympa justement sur ces Seiko qui sont day date, le week-end a une couleur différente. Donc le samedi va être en bleu, et le dimanche du coup va être en rouge. Voilà, ça je trouve c'est toujours sympa sur les Seiko parce qu'on a vraiment une distinction entre la semaine et le week-end. C'est du coup sympa de porter cette montre le week-end parce que ça ajoute une petite touche de couleur justement au cadran, ce qui match bien d'ailleurs avec le Diver 200 mètres, on en parlera encore dans les specs juste après, de cette montre. Hop. Et pour pas faire de bêtises, je vais revisser la couronne. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme caractéristique sur cette montre? Donc à l'avant, on va avoir un verre, non pas saphir, mais un verre minéral, durci, dit Hardlex, les verres Seiko. Donc c'est une composition un petit peu particulière qui est différente des verres minéraux qu'on peut trouver sur les autres marques, qui sont un petit peu plus résistants, je trouve. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les verres Hardlex de ces Seiko. Ils prennent relativement peu de rayures, en tout cas. On va avoir une couronne unidirectionnelle, comme vous pouvez le voir, une lunette unidirectionnelle, qui est en aluminium. Donc on va pas avoir cet effet que moi j'aime pas trop sur la céramique justement brillant. L'aluminium c'est plutôt quelque chose de mat, comme vous pouvez le voir. Donc je trouve que c'est plutôt beau esthétiquement parlant. On est sur un cadran qui est de couleur noir gris anthracite, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas vraiment un noir laqué, c'est plutôt ça va plutôt tendre à la lumière sur du gris foncé. Et on a des index lumineux qui sont simplement imprimés sur ce cadran, donc qui sont pas en relief, mais sur lequel du coup de l'alume a été placé. Que dire de plus sur cette montre? Je vous la remontre un petit peu sous tous les angles. Donc sur le côté, on est sur de l'acier inoxydable qui est complètement poli, comme vous pouvez le voir. Les deux côtés sont polis, avec une forme qui est relativement arrondie. Et du coup, le fond de boîte ne dépasse vraiment pas. C'est pour ça que je disais, c'est une montre qui est plutôt fine, dans le sens où même si elle fait 13 mm d'épaisseur, en fait, le fond de boîte ne se voit pas du tout quand vous l'avez au poignet. Et comme c'est dissocié finalement en deux parties entre le boîtier et la lunette, quand vous la passez au poignet, vous avez l'impression, voilà, comme vous le voyez, d'une montre fine, on voit pas du tout le fond de boîte. Et on a ces deux couches de hauteur finalement qui superposent et qui font qu'on ne voit pas vraiment la hauteur globale de la montre. Donc cette montre elle est étanche à 200 mètres, comme écrit sur le cadran. Donc c'est une vraie plongeuse avec les normes ISO, contrairement aux nouvelles Seiko 5 actuelles, qui ont souvent une étanchéité de 100 mètres et donc qui ne sont pas des vraies plongeuses de manière officielle. Vous pouvez voir qu'il y a un bracelet jubilé sur cette montre. Le bracelet qui vient normalement en série, c'est un espèce de caoutchouc de rubber noir. Vous pouvez adapter ce bracelet en trouvant, on va dire, sur des third party, donc des vendeurs annexes. Moi, le site que je conseille vraiment, c'est Uncle Seiko, donc qui s'appelle maintenant Uncle Strap, qui vend des tas de bracelets justement avec des Zenlink qui matchent très bien, parfaitement avec les boîtiers de différentes Seiko. Donc sur Uncle Strap, vous allez pouvoir vous taper simplement le modèle de Seiko que vous voulez, mais il y en a des tas, ça va être toutes les SKX, les SARB, vous allez avoir les chronos, les speed timers, etc. Les Seiko alpinistes et j'en passe. Et donc pour quasiment tous ces modèles, ils proposent justement des bracelets spécifiques qui s'adaptent parfaitement
au boîtier de ces montres. Donc c'est vraiment appréciable si justement vous en avez un peu marre des rubeurs ou tout simplement que vous avez envie de changer de style de bracelet. Donc là c'est un jubilé, mais si vous voulez par exemple un bracelet type Oyster ou autre, eh ben, vous allez pouvoir trouver sur ce site que je vous recommande vraiment. Alors attention par contre, parce que de mémoire le site vend les bracelets depuis le Royaume-Uni, le UK, donc vous allez quand même payer des frais de... C'est peut-être les États-Unis, je me souviens plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, dans tous les cas, vous allez payer des frais de douane autour de 20% qu'il faut du coup rajouter dans les prix des bracelets, donc ça c'est quand même quelque chose qui est à connaître. Écoutez, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.